Et nous avons trois éminents orateurs, le docteur Korchpati de Tunis, le professeur Morel, le professeur Gaudin. Bonjour tout le monde. Alors nous sommes là pour vous parler donc l'une des avancées des dernières années donc dans le traitement biologique, c'est la ciblage de la voie ILH donc IL-23 TH17 qui a montré donc une option thérapeutique éventuellement au cours des rhumatismes inflammatoires chroniques, notamment les spondylarthrites, la spondylarthrite ankylosante, le rhumatisme psoriasique et même le psoriasis cutané. Alors pour cette session, nous avons choisi avec les laboratoires Novartis que je remercie pour animer leur session de cette matinée. Et nous avons parmi nous donc, le professeur Philippe Gaudin et Jacques Morel, qui sont les bienvenus pour nous. Alors, ils sont experts et ils vont nous éclairer sur cette voie, sur les manifestations cliniques structurales et l'utilisation donc de cette voie. Alors, je vais commencer par demander à Philippe quelles sont les données récentes des spondylarthrites en 2018. Et aussi, puisqu'on va parler de la voie IL-17. Alors, Philippe, quelles sont les avancées, les nouveautés au cours des spondylarthrites en 2018, le point, et le rationnel du IL-17, puisque c'est notre objet de discussion de cette session. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui changent. Alors, voici nos conflits d'intérêts en ce qui me concerne et en ce qui concerne Jacques Morel. Et nous allons en fait parler d'un groupe de pathologies qui est centré sur l'antigène HLA-B27, que vous le savez très bien, et qui est une entité assez polymorphe, qui regroupe un certain nombre de pathologies touchant à la fois la peau, le tube digestif, l'œil, les articulations, comme vous le voyez sur ce schéma. Et l'autre élément important, il faut bien y penser, quand on est devant une spondyloarthropathie, eh bien vous le voyez, les uvéites, c'est un quart des patients qui vont présenter ce type d'atteinte au cours de l'évolution. Le psoriasis également, c'est un pourcentage important de patients. Et les MICI, vous le voyez, existent aussi à l'état, je dirais, basal, chez ces patients qui présentent des spondyloarthropathies. Donc ça, il faudra bien y penser pour la suite de la prise en charge. Alors, on est bien d'accord, nous parlons du concept de spondyloarthropathie, qui est quelque chose d'assez hétérogène et qui regroupe, vous le savez très bien, des formes axiales radiologiques, la spondylarthrite ankylosante, non radiologique, on en a parlé hier, et puis des formes périphériques, arthritiques, anthésitique, avec des érosions ou pas, et avec des signes extra-articulaires, notamment du psoriasis ou des uvéites. Alors, quand on évalue ces patients, ce sont des généralités, mais elles sont importantes. Vous avez l'habitude, ou vous aviez l'habitude, d'utiliser le BASDAI, qui est un indice composite, mais qui fait appel à des notions qui sont relativement subjectives, puisque vous le savez très bien, c'est le patient qui vous renseigne sur une EVA de 0 à 10 concernant un certain nombre d'items touchant le rachis, les zones extra-rachidiennes, etc. Les questions 2, 3, 6 de ce BASDAI sont intéressantes et importantes, car elles sont reprises dans l'ASDAS. Et actuellement, il est recommandé, pour évaluer et suivre de façon longitudinale ces patients, d'utiliser un indice clinico-biologique qui intègre des éléments un peu plus objectifs que simplement le BASDAI. Et vous voyez qu'on a repris les questions 2, 3, 6 du BASDAI, mais on a injecté dedans, certes, l'appréciation globale du patient, mais également la CRP, qui est un élément objectif. Et ça a été là encore rappelé hier dans le symposium sur formes radiologiques et non radiologiques. Vous voyez que l'ASDAS permet d'avoir des cut-offs qui vous permettent de situer le patient en rémission, peu actif, modérément actif ou très actif. Et vous avez également le delta de l'ASDAS entre deux examens successifs qui vous permet de répondre si le patient s'améliore de façon importante ou pas, ou réponse modérée au traitement. Donc ce sont des éléments qui sont importants à prendre en compte, et vous le verrez dans les recommandations actuelles, on incite les rhumatologues à utiliser ces indices clinico-biologiques incluant des éléments donc objectifs. Alors,
En ce qui concerne le rhumatisme psoriasique, on a des critères de classification qui sont les critères Caspar, que vous connaissez très bien, qui sont des critères relativement sensibles et relativement spécifiques. Vous le voyez, sensibilité 91%, spécificité 98%, voire un peu plus. Je ne vais pas les redétailler, mais il est important de bien vérifier ceci, bien vérifier ces critères avant de considérer un patient comme porteur d'un rhumatisme psoriasique. Je ne vais pas vous les redétailler, mais vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a un item, il y a une pondération. Et peut-être j'insisterai sur le fait d'essayer d'emmagasiner des éléments les plus objectifs possibles, de ne pas considérer comme psoriasis quelque chose que vous raconte le patient parce qu'il y a des méprises avec des eczémas, etc. Il faut vraiment faire confirmer les lésions cutanées avant de les considérer comme psoriasiques, parce que vous voyez, les points augmentent rapidement. Même chose pour les atteintes digitales, donc les dactylites, au niveau des orteils ou des doigts. Là encore, demandez au patient de prendre des photos. Maintenant, tout le monde peut en prendre facilement, de façon à ce que quand vous le voyez, vous ayez des éléments objectifs pour pouvoir statuer. Et puis, le groupe GRAPPA a également utilisé quelque chose qui est intéressant, qui est la Minimal Disease Activity, le MDA. Et vous voyez que là encore, ça intègre des éléments articulaires, nombre d'articulations gonflées inférieur ou égal à 1, douloureuse, même chose, le PASI. Le PASI, c'est compliqué à faire, mais par contre, le Body Surface Area, à peu près, la surface corporelle correspond à 100 paumes de main. Et c'est assez facile, en évaluant à peu près la surface de lésions cutanées atteintes par du psoriasis, de dire, ben voilà, j'ai 3 paumes de main, 3% par exemple, 5 paumes de main, 5% d'atteinte cutanée psoriasiforme. Le VA du patient, le HAQ et puis les anthésies. Donc vous voyez que c'est un indice composite qui est toujours, qui est quand même un peu subjectif, mais qui quand même déjà introduit de l'objectivité puisque c'est vous qui mesurez un certain nombre d'items. Et puis, il y a le DAPSA qui est l'outil qu'il conviendrait d'utiliser, qui est un peu plus lourd, parce que vous le voyez, il y a beaucoup plus d'articulations à évaluer, mais c'est un compte numérique. Vous n'avez pas besoin de calculatrice pour pouvoir faire ce DAPSA. Et dans le rhumatisme psoriasique, vous comptez vos articulations douloureuses, vous mesurez votre CRP, vous demandez l'avis au patient sur la douleur, sur l'activité de la maladie, et vous faites l'addition de ces 4 items, et vous avez là encore un score. En tout petit dessous, vous avez les cut-offs de ce DAPSA, mais on nous encourage à également l'utiliser. Et puis, Smolen, très récemment, en 2018, a publié ses recommandations sur le treat to target. En fait, on a dans les spondyloarthropathies une approche qui est également rationnelle, où vous voyez que devant une spondyloarthropathie qui est active, eh bien, l'objectif principal, c'est de mettre le patient en rémission, à défaut en faible activité. Et pour ça, vous voyez qu'il est recommandé d'utiliser des indices clinico-biologiques. Il y a le BASDAI, certes, mais surtout, on nous recommande d'utiliser l'ASDAS ou le DAPSA, qui sont des critères un peu plus objectifs. Et puis, la rémission doit être soutenue et on doit revoir le patient régulièrement de façon à maintenir cet état de rémission ou, à défaut, cet état de faible activité. Donc, vous voyez que déjà, il y a des nouveautés sur la façon d'apprécier l'activité de la maladie et la façon de la colliger, de suivre les patients de façon un peu plus soutenue qu'antérieurement. Alors, pourquoi l'IL-17 ? Oui, pourquoi l'IL-17 ? Quel est le rationnel Philippe, quel est le rationnel d'utilisation de cette voie ? Alors, à ce stade, il faut d'abord remercier nos collègues qui font de l'immunologie, parce que c'est grâce à eux qu'on a pu un petit peu comprendre ce qui se passait au niveau de la physiopathologie de toutes ces affections, et finalement sur ce schéma qui est assez simple. Je vais me lever pour pouvoir le commenter, parce que ça sera plus simple avec un petit pointeur. Vous voyez qu'en partant de la partie la plus à gauche de ce schéma, Corinne en a parlé hier en parlant du microbiote intestinal, on a probablement, et ces maladies sont tout à fait possiblement des maladies post-infectieuses, au sens large du terme, bactéries, virus ou champignons. Mais on a une barrière intestinale qui normalement est étanche. Dans certaines situations, cette barrière intestinale va devenir moins étanche et va permettre à un certain nombre de germes ou de fragments de germes de traverser cette barrière, d'être captés par les cellules immunocompétentes de l'immunité acquise qui sont là, comme des gendarmes juste derrière la barrière, qui vont capter ces peptides microbiens, qui vont les présenter aux lymphocytes TH17. Ceux-ci vont sécréter de l'interleukine 23 qui va diffuser au niveau systémique. Et cette interleukine 23, entre autres,
va passer dans le sang et va pouvoir aller sur des cibles périphériques qui sont tout à fait intéressantes. Et maintenant, on sait que, par exemple, dans les anthèses, il y a des populations de lymphocytes T qui ont un récepteur à l'interleukine 23, et ces lymphocytes vont pouvoir être stimulés et vont pouvoir sécréter à nouveau de l'IL-22, de l'IL-17, et ces cytokines, accompagnées du TNF, vont pouvoir induire une ostéoprolifération, une inflammation périphérique, une perte osseuse, puisque Jacques nous en parlera tout à l'heure, l'IL-17 est un peu une cytokine schizophrénique en ce qui concerne l'os, et finalement on va aboutir aux lésions osseuses que vous connaissez et dont Corinne a fait état il y a quelques minutes, et qui vont pouvoir expliquer les symptômes. Donc il y a un continuum assez logique entre l'intestin, les cellules de l'immunité acquises et adaptatives, les cytokines qui sont sécrétées, majoritairement IL-27 et IL-23 et IL-17, pour aboutir à ces lésions que vous connaissez bien. Et je prendrai juste une minute pour vous parler d'un travail qu'avait fait Inman, qui est le patron de Toronto, qui avait, il y a quelques années, présenté un travail très intéressant. À Toronto, il y a une zone industrielle où il y a plein de start-up, où des jeunes dynamiques, 25-35 ans, travaillent. Ces gens sont en bonne santé, ils mangent tous au même endroit. Et dans la cantine, qui sert à peu près 10 000 repas par jour, il y a eu une toxi-infection alimentaire à salmonelle. Il y a un cuisinier indélicat qui a contaminé les plats. Et il y a eu plusieurs milliers de syndromes dysentériques qui sont apparus. Et curieusement, ces gens qui n'avaient pas de symptômes avant se sont mis à faire du psoriasis, se sont mis à avoir des arthrites, se sont mis à avoir des colites et des uvéites. On s'est dit, tiens, c'est un peu bizarre, et les auteurs ont regardé chez eux s'il y avait des anomalies génétiques, et ils ont montré qu'il y avait des variants au récepteur à l'interleukine 23 qui expliquaient que certains faisaient des atteintes cutanées, d'autres articulaires, d'autres digestives, d'autres oculaires. Donc finalement, les choses avancent, et vous voyez que ces cytokines, elles sont remises au goût du jour, et elles sont importantes. Alors, l'IL-17, elle a un rôle fondamental dans l'homéostasie intestinale. Ça a été évoqué hier par Corinne. Normalement, l'IL-17 stimule les entérocytes, les cellules de la paroi intestinale, et ces entérocytes vont fabriquer, en réponse à un stimulus microbien, des protéines qui sont antibactériennes, comme la calprotectine fécale, comme les défensines, la lactoferrine. Mais également, ces entérocytes vont fabriquer des protéines qui servent à la cohésion de ces entérocytes, des protéines de jonction, qui vont permettre d'assurer l'imperméabilité de la barrière intestinale. Tout ça, c'est dépendant de l'IL-17. Si on neutralise cet IL-17, eh bien, on peut avoir une prolifération microbienne, en particulier fungique, à l'intérieur du tube digestif. On y reviendra, car l'IL-17 est impliqué dans la défense contre les champignons. Et puis, les protéines de jonction vont être déficientes et vont permettre un passage plus facilité des bactéries à travers la barrière intestinale. Et ceci va pouvoir expliquer un certain nombre, par exemple, d'effets indésirables que l'on peut observer avec cette molécule. Alors, au niveau de la polarisation des lymphocytes T, vous le connaissez très bien, je ne vais pas parler des TH1, des TH2 et des Treg, mais la polarisation des T naïfs en TH17, sous la dépendance d'un certain nombre de cytokines ou de facteurs de transcription, va aboutir à la synthèse d'IL-17, majoritairement d'IL-17A et de F, et cet IL-17 va avoir un impact, il va avoir un rôle dans l'immunité à médiation cellulaire, mais également dans la défense contre les champignons. Et c'est un élément dont on reparlera, donc Jacques nous reparlera dans quelques minutes. L'IL-17 a plein de cibles en périphérie, et je n'insisterai que sur l'os pour vous dire qu'elle stimule à la fois les ostéoblastes, et donc on va avoir des constructions osseuses, par exemple anthésitiques, qui vont apparaître, mais elle stimule également les ostéoclastes, ce qui va pouvoir expliquer un certain nombre de raréfactions osseuses, de déminéralisation osseuse que l'on peut observer chez ces patients. L'IL-17 va se fixer sur un récepteur qui appartient à une grande famille de récepteurs, mais c'est principalement celui-là qui est impliqué, entre l'IL-17A et l'IL-17F. C'est la A qui est le plus affine pour son récepteur, et puis il va s'en suivre un certain nombre de réactions que vous connaissez bien, jusqu'au noyau de la cellule. Et finalement, sur ce petit schéma qui peut paraître compliqué, mais qui est extrêmement simple, vous avez en fait le premier élément qui est la sécrétion d'IL-12 et d'IL-23 par les cellules de l'immunité. Là, on a un premier médicament qui est l'ustekinumab, le Stelara, et qui va pouvoir bloquer la sous-unité P40 qui est commune à l'IL-12 et l'IL-23 et qui va bloquer à la fois la voie TH1, aboutissant à la sécrétion de TNF, et à la fois la voie TH17, aboutissant à la sécrétion, entre autres, d'IL-17. Mais vous voyez que l'industrie pharmaceutique
à fabriquer des outils qui vont maintenant cibler de façon spécifique la voie IL-17 en bloquant la sous-unité P19 de l'IL-23. Et le guselkumab va arriver d'ici quelques mois en phase commerciale. Et puis vous avez l'étape suivante, la stimulation des lymphocytes Th17 avec la sécrétion d'interleukine 17, qui là est bloquée par le secukinumab, par l'ixekizumab qui lui aussi arrive. Et vous voyez que la panoplie thérapeutique va progressivement s'enrichir avec de nouvelles molécules. Et puis si on descend un tout petit peu plus loin, il y a des molécules qui sont très intéressantes et auxquelles il faudra être vigilant. Ce sont les anticorps bispécifiques qui vont bloquer deux cibles. Un anticorps, deux cibles bloquées, par exemple un anti-TNF associé à un anti-IL-17 avec la même molécule. Donc c'est intéressant. On a des anti-IL-17A et 17F, et puis on a le brodalumab, qui est un anticorps anti-récepteur à l'IL-17 et qui va bloquer la fin de la chaîne et la fin de l'histoire pour empêcher le message d'être transmis à l'intérieur de la cellule. L'IL-17 est intéressante, vous l'avez bien compris, mais également elle a un impact sur le plan cardiovasculaire. Et Pierre Miossec, l'équipe de Pierre Miossec, qui connaît très bien l'interleukine 17, a publié l'année dernière un très beau papier avec Marie Robert, montrant que l'IL-17 est impliqué également dans la survenue d'événements cardiovasculaires. En effet, l'IL-17 joue un rôle important au niveau de l'athérosclérose, au niveau de la formation des anévrismes, des infarctus du myocarde et des AVC, et a un rôle indiscutable dans la survenue de l'hypertension artérielle. Et donc vous voyez qu'il y a plein de cellules qui sont impliquées, et globalement, l'IL-17 d'un côté, le TNF de l'autre côté, vont aboutir toutes ces deux cytokines, à déréguler un certain nombre de gènes qui sont impliqués dans la formation de la plaque d'athérome et dans les complications, dans la mortalité cardiovasculaire. Donc c'est un élément qui est important. Merci Philippe. Alors tu nous as parlé un peu sur la physiopathologie, la pathogénie de l'IL-17, comment elle est impliquée dans pas mal de mécanismes. Alors Jacques, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que cette molécule, le fait de l'inhiber, aurait un effet sur la clinique? Est-ce qu'elle a un apport sur les manifestations cliniques au cours des rhumatismes inflammatoires comme le SPA et le rhumatisme pso? Merci Samira. Avant de répondre à ta question, je voudrais d'abord te remercier ainsi que le bureau de la LITAR pour cette invitation, première fois en Tunisie. Donc c'est un plaisir de partager avec vous. Merci pour votre accueil. Et ça permet de revoir également d'anciens étudiants internes qui sont passés à Montpellier, Kauter, Samia, Naja, donc c'est un plaisir de vous revoir aujourd'hui. Donc pour répondre à ta question, en effet, l'intérêt aujourd'hui du secukinumab, dans les spondylarthrites, on avait les INS, dans les formes axiales en particulier, et ensuite les anti-TNF. Donc on voulait une nouvelle molécule, une autre cible thérapeutique. Et grâce au secukinumab, on a justement cette nouvelle classe de traitement qui nous permet donc d'avoir une autre cible, d'avoir une alternative aux anti-TNF alpha. Et donc dans le programme de développement pour le secukinumab, il y a un programme de développement dans la spondylarthrite, mais aussi dans le rhumatisme psoriasique. Alors il y a 3 études pivots de phase 3 qui ont été réalisées dans la spondylarthrite, MESURE 1, MESURE 2 et MESURE 3. Rassurez-vous, je ne vais pas vous présenter les 3 études. Je vais me concentrer sur une étude qui est MESURE 1. Pourquoi? Parce que non seulement il y aura les données cliniques, mais on aura également les données radiographiques concernant donc, le secukinumab dans la spondylarthrite. Alors, je crois que j'ai un petit problème de passage. Merci. Donc, MESURE 1, voilà, vous avez le design de l'étude. En fait, vous avez d'abord une dose de charge avec le secukinumab, une dose de charge qui s'administre par voie intraveineuse dans MESURE 1, alors que dans MESURE 2, on attaque directement en sous-cutané. Mais je ne vous présenterai pas justement cette étude, mais plutôt la forme avec l'intraveineuse. Donc vous voyez 10 mg kg, administration tous les 15 jours le premier mois, puis ensuite on passe en sous-cutané, soit 150 mg, soit 75 mg tous les mois en sous-cutané. Donc vous voyez, c'est le groupe en bleu et en violet. Puis vous avez le groupe placebo, parce qu'il faut un groupe contrôle. Et vous voyez que ce groupe contrôle, vous avez le placebo IV, puis ensuite le placebo sous-cutané. Et vous voyez qu'il y a une possibilité de rattrapage dans le groupe placebo, puisque à la 16e semaine, ceux qui ne répondaient pas aux critères, qui n'étaient pas répondeurs selon les critères ASAS 20, à ce moment-là, pouvaient recevoir le traitement, le secukinumab, soit
150, soit 75, selon une randomisation. Et puis ensuite, à 24 semaines, dans ce groupe placebo, même ceux qui avaient répondu, tout le monde recevait donc le secukinumab, soit 150, 160 ou alors 75 mg tous les mois en sous-cutané. Diapositive suivante, ou alors je peux le faire. Et puis ensuite, les patients à partir de 2 ans rentraient dans une extension. Donc vous voyez ici le design de cette extension. Donc ceux qui étaient sous secukinumab 75, ça c'est un point important à relever. Au bout de la 3e année, on pouvait augmenter la posologie donc, de secukinumab avant 150 si la réponse était considérée insuffisante par le clinicien. Et puis vous aviez le groupe 150 mg qui était donc poursuivi le long de cette étude qui dure au final 5 ans donc, de suivi. Alors les caractéristiques de cette population, regardez surtout le mesure 1, les caractéristiques donc, de notre population, et j'ai choisi en particulier les manifestations extra-articulaires, parce que c'est aussi un élément à prendre en compte par rapport aux anti-TNF-alpha, dont on connaît l'efficacité sur ces manifestations extra-articulaires. Et vous voyez qu'il y a le psoriasis, vous voyez c'est à peu près 3 à 6% pour les patients dans mesure 1, selon les groupes. Les manifestations de type maladie inflammatoire digestive, vous voyez, on a 2 à 5% selon les groupes. L'uvéite, vous voyez là on a un peu plus de patients qui ont des uvéites, avec entre 12 et 20%, donc en fonction des groupes. On a des patients qui n'ont jamais eu d'anti-TNF-alpha, c'est 2/3 des patients, et donc ça veut dire que 25% des patients, certains donc avaient eu un anti-TNF-alpha, au moins un anti-TNF-alpha. Et le background, certains de ces patients avaient du méthotrexate. C'est assez étonnant dans la spondylarthrite, mais il y a quand même certaines formes périphériques qui peuvent bénéficier de ce traitement. Vous voyez qu'on est autour de 13 à 18% donc, de patients qui ont du méthotrexate et de la salazopyrine, ça c'est plus classique, avec 30% en gros des patients qui pouvaient avoir de la salazopyrine. Regardez, le BASDAI également était à plus de 6 points de BASDAI donc à l'inclusion. Diapositive suivante. Voilà les résultats de mesure 1, donc à 16 semaines, puisque à partir de la 16e semaine, les patients pouvaient changer de traitement, pouvaient avoir le traitement efficace, c'est le secukinumab. Et en effet, ce qu'on voit dans ces résultats, la 16e semaine, où vous regardez les critères ASAS. Alors je vous rappelle juste ces critères ASAS très rapidement. Il faut au moins une amélioration de 20% sur 3 des 4 critères, donc la douleur par le patient, la fonction, les 2 dernières questions du BASDAI. Et donc vous avez sur ces éléments donc au moins 20% d'amélioration et pas de détérioration sur le 4e domaine. Et donc vous voyez que vous avez 60%, grosso modo, quelle que soit la posologie de secukinumab, 75 ou 150 par rapport au groupe placebo qui est à 28% donc, de réponse à SAS20. Maintenant qu'on prend les patients qui avaient eu ou non un anti-TNF-alpha, c'est-à-dire les naïfs, sur la diapositive, vous voyez, c'est sur la gauche, et ceux qui avaient déjà eu un anti-TNF-alpha, donc insuffisamment répondeurs aux anti-TNF-alpha, vous voyez que par rapport au groupe placebo, le secukinumab, 150 ou 75 mg, est plus efficace que le placebo. Alors, regardez, chez les insuffisamment répondeurs, c'est un petit peu étonnant, mais il y a quand même 13% de plus pour la posologie 75 mg. Et ça, je n'ai pas d'explication à vous donner entre ces 2 posologies et cette différence entre les deux de pourcentage de répondeurs à SAS20 entre ces 2 groupes. Donc c'est un traitement efficace, mais nos patients, certes, vous avez les critères à SAS20, il y a la douleur dans la SAS20, c'est un des symptômes importants pour les patients, mais les autres symptômes, ce sont aussi la fatigue. La fatigue dans la spondylarthrite, comme dans la polyarthrite rhumatoïde, sont les 2 premiers symptômes dont se plaignent nos patients. Alors dans ce travail qui a été publié donc, récemment, vous avez l'efficacité du secukinumab sur les patients, les PRO, les Patient Related Outcomes, donc les critères patients. Alors vous voyez ici la qualité de vie sur le SF36 selon les 2 domaines, physiques et mentaux, c'est les 2 dernières lignes. Et donc vous avez le odds ratio donc, qui compare l'efficacité du secukinumab chez les patients donc, qui ont été traités par rapport à ceux qui avaient le groupe qui avaient du placebo. Et vous voyez que le secukinumab apporte une amélioration sur la qualité de vie des patients, mais également sur d'autres critères patients comme la fatigue évaluée par le FACIT, également la qualité de vie selon la SCOL, et puis l'absentéisme et la productivité au travail. Vous savez qu'en France, c'est particulièrement important aussi, mais je pense aussi en Tunisie et partout dans le monde, de limiter cet absentéisme et d'améliorer donc la productivité au travail. Donc une efficacité aussi sur ces critères patients qui est observée avec le secukinumab. Maintenant,
quel est le maintien thérapeutique de ce traitement? Ça, c'est un élément important aussi, c'est d'avoir une efficacité qui se maintient dans le temps. Et là, on a les données les plus récentes. Ça a été publié pour 3 ans, et là, vous avez les données qui ont été présentées au congrès de la CR dernièrement en 2017. Et donc, vous voyez que pour les patients qui ont été suivis dans le groupe secukinumab 150 mg tous les mois, vous avez donc un maintien thérapeutique qui est de 80%, donc à 4 ans, dans ce groupe de patients. Que ce soit pour également ce critère qui est le BASDAI, vous voyez également en termes de points BASDAI, vous pouvez vous attendre à une diminution de 3,5 points BASDAI qui va se maintenir donc sur les 4 ans suivant le traitement, l'introduction du secukinumab. Alors les données radiographiques, alors un petit rappel sur l'évaluation radiographique, c'est pas aussi facile que dans la polyarthrite rhumatoïde. On a une évaluation structurale avec le score total de Sharp. Là, en spondyarthrite, on a également un score qui nous permet d'évaluer l'évolution radiographique. Et donc, c'est le MSAS donc, que vous connaissez. Un bref rappel, on regarde les vertèbres, en particulier au niveau cervical et lombaire, et puis on va coter donc en fonction des lésions, soit vous avez une mise au carré de la vertèbre, soit vous avez une érosion, soit vous avez des syndesmophytes, et vous allez donc coter en fonction de ces lésions, et vous allez avoir un score entre 0 et 72. Donc c'est pas aussi facile que dans la polyarthrite rhumatoïde, parce que vous voyez, regardez, même si c'est un peu compliqué, mais le message de cette diapositive, c'est qu'il y a beaucoup de patients, puisque chaque ligne est un patient, chaque couleur est un patient. Vous voyez qu'il y a beaucoup de lignes qui sont horizontales. C'est-à-dire qu'il y a quand même un pourcentage de patients qui n'évoluent pas ou peu au fur et à mesure donc, de l'évolution de la spondyarthrite. Là, vous avez sur un suivi maximum de 12 ans donc, dans cette cohorte GSPIC. Là, vous avez également, dans la polyarthrite rhumatoïde, je vous rappelle que c'est dans les 5 premières années qu'on a une évolution radiographique, alors que dans la spondyarthrite, on n'a pas cette durée des symptômes qui influence la progression radiographique. Elle est indépendante, comme le montrent ces schémas, en fonction donc, de la durée des symptômes. Grosso modo, ce qu'il faut retenir à l'échelon d'un groupe, quand on fait donc, une évaluation de l'efficacité radiographique d'une molécule dans la spondyarthrite, retenez que la progression est de 1 score MSAS par an. Donc ça peut nous donner justement, pour voir les résultats maintenant avec le secukinumab, ça peut vous donner une idée de l'efficacité donc, du traitement. Alors les facteurs prédictifs d'évolution, de progression radiographique dans la spondyarthrite axiale, donc vous connaissez le tabagisme, la CRP élevée et puis la présence de syndesmophytes qui sont associés donc, à un risque de progression radiographique plus important. Diapositive suivante. Et puis il y a l'activité de la maladie quand même, c'est ce qui est montré ici, par rapport à la progression de ce score en fonction de l'activité évaluée par l'ASDAS. Vous voyez que plus l'ASDAS est élevé, c'est en violet, et plus donc, vous avez une progression radiographique donc, au cours des 12 années de suivi. Alors maintenant, quelles sont les données radiographiques dans mesure 1? Et là, vous avez donc les données radiographiques sur le MSAS à 2 ans. Et vous voyez que dans l'étude, vous aviez 89% des patients qui recevaient 150 mg tous les mois, qui ont pu être évalués, et 80% dans le groupe 75 mg. Donc on a ces données à 2 ans. Et vous voyez que vous avez ici, entre toutes doses confondues, à 104 semaines, vous avez le score total, et puis ensuite vous avez en fonction du traitement antérieur, c'est-à-dire est-ce qu'ils étaient naïfs ou non d'anti-TNF-alpha. Et lorsqu'on regarde donc à 2 ans, vous voyez qu'il y a très peu de progression. On est à moins, en tout cas, on pourrait s'attendre à 2 points de progression, puisque on a parlé tout à l'heure que c'était un point par an. Et vous voyez que là, on est à moins de 2 points donc, sur les 2 ans de suivi dans cette étude mesure 1. Quelle que soit l'antériorité du traitement, qu'il soit naïf ou déjà traité par anti-TNF-alpha. 80% des patients n'évoluent pas sous traitement à 4 ans. Diapositive suivante. Et donc, ça nous donne, en fonction également de certains critères, on a vu les facteurs de progression, les facteurs qui étaient associés à cette progression radiographique, la présence ou non de syndesmophytes. Vous voyez également ceux qui ont des syndesmophytes, vous voyez qu'il y a un plus d'évolution, mais on est à 4 ans. Donc là, au lieu d'avoir 4 points d'augmentation, on a 2 points dans le groupe donc, qui a des syndesmophytes. Et ceux qui n'ont pas de syndesmophytes à l'inclusion, vous voyez qu'il n'y a pas d'évolution. Quasiment, on est à 0,5 points donc, à 4 ans sur le score MSAS.
diapositive suivante. Et pour les fumeurs, vous voyez, il n'y a pas de différence entre les deux groupes, quel que soit le statut tabagique, fumeur ou non fumeur. Alors qu'en est-il maintenant du rhumatisme psoriasique, qui est donc cette fois-ci plus périphérique, même s'il peut y avoir des atteintes axiales. Et là, il y a également 2 études de phase 3 qui ont été réalisées dans le rhumatisme psoriasique. C'est Futur 1 et Futur 2, avec ici le design de l'étude. Comme tout à l'heure, vous voyez que ça ressemble beaucoup au design de la spondyarthrite, avec une administration intraveineuse le premier mois, donc tous les 15 jours, puis ensuite une administration donc mensuelle, soit à la posologie de 150, soit à la posologie de 75 mg en sous-cutané. Et ceux qui étaient dans le groupe placebo, donc à la 16e semaine également, pouvaient, s'ils n'étaient pas suffisamment répondeurs selon les critères d'amélioration des articulations gonflées et douloureuses sur moins de 20%, donc pouvaient recevoir le traitement par secukinumab, soit 75, soit 150 mg par mois. Donc voici la population donc qui ont complété à 2 ans de traitement. Donc vous avez 476 patients par rapport aux 606 qui ont été randomisés et 457 qui sont rentrés donc dans la phase d'extension. Voilà là, les caractéristiques de cette population. Même chose, ce qui nous intéresse, c'est l'antériorité d'un traitement anti-TNF-alpha. Et vous voyez que c'est comme tout à l'heure, 75% des patients étaient naïfs d'anti-TNF-alpha, que ce soit dans le groupe 75 ou 150 mg par mois. Et ils pouvaient avoir un background, c'est-à-dire un traitement de fond par méthotrexate. Vous voyez que c'était 60% des patients qui pouvaient avoir ce traitement par méthotrexate à l'inclusion dans cette étude. Les données résultats, vous voyez, à 16 semaines, par rapport au groupe placebo, on a le critère ACR20, donc une amélioration de 20% des critères ACR20. Vous voyez, le groupe placebo est à 17%, et dans les groupes secukinumab, 75 et 150 mg, on est à 50% d'amélioration ACR20. Donc dans ces 2 groupes, quelle que soit également l'antériorité du traitement, avec une petite remarque, c'est ceux qui avaient déjà reçu un traitement anti-TNF-alpha, vous voyez, le pourcentage est moins important, on est à 39%, alors qu'on est à 55% chez les naïfs d'anti-TNF-alpha. Donc pour ce qui est de cette réponse ACR20, elle se maintient également dans le temps, comme vous pouvez le voir ici, vous avez donc cette maintenance thérapeutique avec les patients qui avaient eu ou non un traitement anti-TNF-alpha. Donc on est à 80% pour ceux qui étaient naïfs, mais un peu moins dans le groupe qui avait déjà eu un anti-TNF-alpha. On est à 60% donc, de maintien thérapeutique de cette réponse ACR20 au cours du suivi, qui était ici à 3 ans donc, de recul. Pour la CR50, on est plus exigeant. Vous voyez que les pourcentages diminuent, mais ça reste tout à fait honorable, même très honorable. 62% donc à 3 ans chez les patients qui sont naïfs d'anti-TNF-alpha pour la posologie 150 mg. Et puis on est à 36% dans le groupe donc, qui avait déjà eu un anti-TNF-alpha auparavant. Même chose pour la CR70, vous voyez, là à nouveau ça diminue un peu plus. 38% dans le groupe naïf d'anti-TNF-alpha et 19% dans le groupe donc, non exposé, donc à 3 ans. En termes de maintien de cette réponse ACR, cette fois-ci 70, c'est vraiment la rémission sur ce critère articulaire. Pour ce qui est de le DAS28, qu'on utilise beaucoup plus en pratique, plutôt que les critères ACR20, vous voyez qu'également, on peut s'attendre à une diminution de 2 points de DAS28, CRP, avec le secukinumab, et ça se maintient dans le temps également, vous voyez, sur les patients qui poursuivent le traitement à 3 ans. Alors il y a la deuxième étude qui correspond beaucoup plus à l'AMM, c'est-à-dire en termes d'administration du traitement, puisqu'on est en sous-cutané d'emblée, avec une administration toutes les semaines, 150 ou 300 mg, parce que la posologie de 75 mg, on verra que ce n'est pas suffisant dans le rhumatisme psoriasique, et donc ensuite une administration mensuelle de ces traitements. Donc je ne reviens pas sur le design qui est très proche donc, de Futur 1. Donc pour ce qui est des critères ACR20, vous voyez que ce soit à 300 ou 150 mg tous les mois, vous avez un pourcentage de répondeurs, qui est un patient sur 2 qui répond à ce critère par rapport au placebo qui est à 15%. Et en termes d'efficacité cutanée, puisque dans le rhumatisme psoriasique, il y a non seulement les articulations, mais aussi la peau, vous voyez que la posologie de 300 mg, qui est en vert, vous avez un patient sur 2 également en PASI 90. Vous blanchissez vos patients avec cette posologie de 300 mg. Pour ce qui est du suivi donc, à 1 an, vous voyez que si on considère les patients naïfs d'anti-TNF-alpha par rapport à ceux qui ont eu antérieurement un anti-TNF-alpha,
C'est moins bon pour ceux qui ont déjà eu un anti-TNF-alpha en termes d'efficacité, en termes de réponse. Et en particulier, vous voyez que la posologie 300 mg se distingue chez les patients qui ont déjà eu un anti-TNF-alpha par rapport à la posologie de 150 mg. Et ça, c'est un point important, puisque dans l'AMM, ceux qui ont eu un traitement anti-TNF-alpha au préalable, on pourra commencer justement à 300 mg, donc 2 injections de 150 chez ces patients qui ont déjà eu un anti-TNF-alpha. Ces patients, vous avez vu qu'il y en avait 2 tiers qui pouvaient avoir du méthotrexate, et on se pose la question, est-ce qu'on doit poursuivre le méthotrexate dans le rhumatisme psoriasique, en sachant qu'avec les anti-TNF-alpha, on se pose aussi la question, mais dans l'AMM des anti-TNF-alpha, c'est en monothérapie, on peut l'utiliser, de même qu'avec le sécukinumab, on peut aussi utiliser en monothérapie ce traitement. Alors c'est pas aussi clair que ça, on dit qu'en effet le méthotrexate a peu d'influence sur la réponse au traitement, mais regardez déjà la CR20, prenez la posologie, en tout cas la plus petite, 75 mg. Si vous avez du méthotrexate pour cette posologie, vous avez 44% des patients qui sont répondeurs à CR20, alors que lorsque vous n'avez pas le méthotrexate, vous êtes à 15%, donc 3 fois moins de répondeurs lorsque vous n'avez pas le méthotrexate. Donc c'est pas aussi simple que ça. Et je pense que c'est la même chose pour les anti-TNF-alpha. Il y a des patients qui nécessitent un traitement par méthotrexate en association et d'autres qui ne le nécessitent pas. Pour ce qui est de la peau, alors là, les dermatologues ont ce traitement depuis beaucoup plus de temps que nous. Nous, c'est à peu près 2 ans, 2 ans et demi, on dispose de ce traitement dans la spondyloarthrite. Mais les dermatologues avaient déjà observé, et ils sont très contents de ces traitements qui ciblent l'IL-17. Et vous voyez qu'en termes, on peut les comprendre quand on voit ces données d'efficacité sur la peau avec ces critères PASI, le PASI 75, on atteint 75, presque 80% de patients qui sont répondeurs donc, sur ce critère 75% d'amélioration sur le plan cutané, donc qui se maintient à 3 ans. Et pour quelle que soit l'antériorité du traitement, qu'ils aient eu ou non un anti-TNF-alpha, vous voyez que là, par rapport aux critères articulaires, au niveau des critères dermatologiques, là on ne voit pas trop de différence, en particulier à la posologie de 150 mg par mois, vous voyez qu'on est à 75-76% qu'on soit traité ou non antérieurement par un anti-TNF-alpha. Sur les anthésites et les dactylites, puisque dans le rhumatisme psoriasique, ce sont des manifestations aussi qui sont importantes chez ces patients, le sécukinumab a une efficacité sur ces manifestations, que ce soit les dactylites, qui est présenté donc sur la figure de gauche, et les anthésites sur la droite. Vous voyez qu'on est à 75 à 80% d'amélioration à 1 an, 2 ans et 3 ans, donc avec ce traitement sur les dactylites comme sur les anthésites. Voilà pour l'efficacité clinique sur les articulations, sur la peau avec le sécukinumab dans le rhumatisme psoriasique. Qu'en est-il maintenant sur le plan structural, puisque parmi les traitements qui sont à disposition, le méthotrexate n'a pas démontré son efficacité structurale. Les anti-TNF-alpha ont été les premiers à démontrer cette efficacité structurale. Et qu'en est-il donc du sécukinumab, en sachant, comme vous l'avez rappelé Philippe, que l'IL-17 a un effet direct sur l'ostéoclaste via Rankel, puisque ça va favoriser la production de Rankel par des cellules comme les fibroblastes, et activer ces ostéoclastes pour entraîner une résorption osseuse. Donc on peut s'attendre, avec le traitement par sécukinumab, à une efficacité structurale. Qu'en est-il? Et c'est en effet le cas, puisque lorsque l'on regarde ces données d'efficacité structurale, sur le score de Sharp total, modifié par score total de Sharp, comme on le fait habituellement, diapositive suivante, on peut observer, vous voyez le groupe placebo, bon, c'est pas des scores 0,5 points d'évolution radiographique, c'est pas énorme, mais quand vous regardez à l'échelon d'un groupe, les patients qui sont traités par sécukinumab, que ce soit 150 ou 75 mg, vous voyez que vous avez une efficacité sur le score total de Sharp, sur les érosions et également sur le pincement articulaire. Donc c'est un traitement efficace également sur le plan structural. Et une absence de progression radiographique pour 80% des patients donc, traités par sécukinumab. Alors, Jacques, tu as parlé donc de cette voie, de blocage de l'anti-IL-17, qui a démontré son efficacité à la fois sur le plan clinique, les symptômes, et aussi à une action rapide, maintenue pendant donc, longtemps, et un effet éventuellement structural. Alors, Philippe, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un profil de patient particulier chez qui on peut proposer ce genre de traitement? Oui, alors effectivement, il y a des recommandations qui sont récentes et qui vont nous aider un petit peu à naviguer
dans toutes ces formes cliniques, dans tous ces phénotypes, en fonction des manifestations. Et j'ai repris les recommandations de la Société française de rhumatologie, publiées il y a peu de temps, qui distinguent les spondyloarthrites axiales des anthésitiques périphériques et puis des périphériques également articulaires. Et vous voyez que sur la gauche du tableau, dans les spondyloarthrites axiales répondant de façon insuffisante aux ANS, et je rappelle que cette réponse insuffisante, c'est 2 anti-inflammatoires pris à dose maximale, chacun pendant 15 jours avant de dire qu'ils ne suffisent pas, et d'autre part des critères d'activité, soit le BASDAI supérieur à 4, soit l'ASDAS supérieur à 2.1, et des signes objectifs d'inflammation, à savoir des radios positives ou une IRM ou une CRP élevée. À ce moment-là, il y a une indication de biomédicaments. Dans les formes anthésitiques, eh bien, c'est un peu pareil, réponse insuffisante aux anti-inflammatoires, plus ou moins infiltration, et des éléments objectifs, à savoir une CRP élevée ou des signes d'inflammation à l'IRM et une VA douleur supérieure à 4. Et puis, dans les formes articulaires périphériques, c'est la partie droite de ce schéma, et bien, là encore, réponse insuffisante aux INS et échec à au moins un traitement de fond conventionnel et plus de 3 articulations gonflées ou douloureuses. Là, il y a une indication de biomédicament, mais vous voyez qu'on rajoute également qu'il faut la conviction du rhumatologue quant à la décision thérapeutique. Alors, les recommandations de la Société française sont multiples et l'objectif principal, la première recommandation, c'est la rémission ou à défaut la faible activité, comme je l'ai dit tout à l'heure. On doit utiliser, recours numéro 2, un outil validé, si possible un index clinico-biologique incluant la CRP. Bien sûr, recours 3, l'arrêt du tabac et les comorbidités, recours 4, sont à prendre en charge de façon concomitante si l'on veut faire les choses correctement. L'information et l'éducation du patient, vous le savez très bien, sont des éléments qui sont incontournables actuellement, et il y a quelques années, le patient devait être informé. Actuellement, il doit être impliqué dans la gestion de ces maladies. Recours 6, les exercices quotidiens, les auto-exercices doivent être recommandés. La kinésithérapie, l'ergothérapie sont partie prenante du traitement de ces affections. Les anti-inflammatoires, j'en ai parlé, sont quand même au départ la pierre angulaire et doivent être adaptés en termes de durée et de posologie. Les antidouleurs, recours 8, bien sûr, sont à utiliser. La corticothérapie générale n'a pas sa place, sauf dans les infiltrations autour des anthèses ou éventuellement à l'intérieur des articulations sacro-iliaques, mais globalement, la corticothérapie n'est pas recommandée dans ces formes diffuses. Les traitements de fond, les 3, donc méthotrexate, léflunomide et sulfasalazine, peuvent être envisagés dans les formes articulaires périphériques, mais ils n'ont pas leur place dans les formes axiales ou dans les formes anthésitiques isolées. Et puis, pour les formes axiales, cette reco 11 est importante parce qu'elle resitue les 2 classes thérapeutiques qui sont actuellement à notre disposition dans les formes axiales, notamment radiologiques, les anti-TNF et les anti-IL-17. Alors le poids de l'histoire fait que pour l'instant, on recommande plutôt en première ligne les anti-TNF, mais comme pour les recommandations de l'APR qui ont évolué en 3 temps, il est à prévoir que probablement, dans le futur, les 2 biothérapies seront mises sur la même ligne d'égalité. Par contre, la deuxième partie de la reco 11 est également très importante, puisque vous voyez, dans les SPA axiales non radiographiques, en l'absence d'inflammation biologique ou à l'absence de signes inflammatoires à l'IRM, ne pas mettre le doigt dans l'engrenage d'un biomédicament, parce que vous savez très bien qu'on part sur un terrain très difficile, où le terrain fibromyalgique n'est pas très loin, et on peut avoir des soucis de gestion des patients. Alors, tout ça est résumé également par les travaux de Sipper qui avaient été publiés dans le Lancet l'année dernière, et vous voyez, je ne vais pas commenter très longuement cette diapositive, puisque dans les formes périphériques, eh bien, on reprend les anti-inflammatoires, on reprend les traitements non médicamenteux, les injections locales de corticoïdes, les 3 traitements de fond conventionnels que l'on peut utiliser, et puis on en vient ensuite aux biothérapies anti-IL-17, anti-TNF, les antalgiques, éventuellement la chirurgie, alors que ceci, en termes de traitement de fond conventionnel, n'a pas sa place dans les formes axiales pures. Et les recommandations de l'ACRELAR de Van der Heijden, là encore l'année dernière, vont également dans le même sens, à savoir en 1, anti-inflammatoire, en 2, si on a des formes qui sont purement axiales, se tourner vers les biomédicaments anti-TNF plutôt actuellement, mais également anti-IL-17. Et puis en cas d'échec à un biomédicament, eh bien on fait une rotation entre ces lignes thérapeutiques anti-TNF et anti-IL-17.
Et là encore, les recommandations de la SFR simplifient un petit peu l'arbre décisionnel, puisque vous voyez que dans les formes axiales sur la partie gauche du schéma, eh bien, en cas d'échec aux anti-inflammatoires non stéroïdiens à 2 INS, éventuellement des infiltrations, eh bien, on a 2 biomédicaments dont on peut se servir, 2 lignes de traitement, anti-TNF et anti-IL-17. Et puis si ça ne marche pas, on fait une rotation entre ces lignes thérapeutiques en évaluant très régulièrement les patients toutes les 12 semaines. Vous voyez, donc on les revoit très, très périodiquement. Et puis sur la droite de ce schéma, c'est plutôt pour les formes périphériques. Je suis désolé des diapositives, c'est Mac PC, la compatibilité n'est pas encore parfaite, mais on a des traitements de fond qu'on doit utiliser d'abord, puis des biomédicaments ensuite, et là, l'IL-23, qui n'a pas sa place dans les formes axiales, a sa place dans ces formes périphériques, et puis on fait des rotations à l'intérieur en cas d'insuffisance. Quand on compare les recommandations, je vais y arriver, de l'EULAR et du groupe GRAPPA, le groupe de recherche et d'évaluation du psoriasis et de l'arthrite psoriasique, eh bien vous voyez qu'on a des petites nuances dans les formes articulaires périphériques, où on a l'EULAR qui est, on va dire, un petit peu plus prudente que le groupe GRAPPA, avec les traitements de fond, puis on en vient aux biomédicaments, alors que vous voyez en bas, pour le groupe GRAPPA, on a toutes les biothérapies, y compris les inhibiteurs de la phosphodiesterase 4, qui sont à utiliser. Ces inhibiteurs, l'apremilast, sont probablement à réserver à des formes mineures, sans lésion structurale, puisque ce médicament n'a pas montré d'efficacité structurale. Dans les formes anthésiques, on a un petit peu la même présentation et la même organisation de ces recommandations. Vous le voyez, l'EULAR préconise, après échec d'un anti-TNF, anti-IL-17 ou anti-IL-23, dans ces formes anthésiques, et puis la PDE4, l'apremilast qui est un petit peu derrière, alors que le groupe GRAPPA met vraiment toutes ces molécules sur le même pied d'égalité. Et dans les formes axiales, cette fois-ci, la stratégie thérapeutique se simplifie, puisqu'il n'y a plus d'anti-IL-23, il nous reste l'anti-IL-17 et les anti-TNF à utiliser. Donc pour en terminer avec ces recommandations, dans les formes périphériques, oui, quand on a recours à un biomédicament, on a les 3 classes thérapeutiques anti-TNF, anti-IL-17 et anti-IL-23, alors que dans les formes axiales, nous n'en avons que 2, anti-TNF et anti-IL-17. En cas d'inefficacité d'un premier biomédicament, eh bien, on fait une rotation. Et puis quand les malades vont bien, RECO 14 et RECO 15, on peut diminuer le traitement, espacer ou réduire les posologies. Merci Philippe. Alors Jacques, qu'en-est-il alors de la tolérance et de la sécurité d'emploi de cette anti-IL-17 ? Alors, c'est vrai que la tolérance est extrêmement importante pour évaluer le rapport bénéfice-risque. On a vu que le secukinumab était aussi efficace en termes articulaires que les anti-TNF-alpha. Il est plus efficace sur la peau, ça c'est démontré. Qu'en est-il maintenant de la tolérance ? Alors, Philippe vous a montré que le principal producteur de l'IL-17, c'est le TH17. Le TH17 agit sur les polynucléaires neutrophiles qui jouent un rôle très important donc, dans la protection contre les infections bactériennes extracellulaires et les infections fongiques. Donc on va s'intéresser en particulier pour des infections opportunistes aux infections fongiques et puis aux infections en général. Et donc sur cette tolérance, je vous ai parlé de ces 3 études dans mesure 1, mesure 2, mesure 3, diapositive suivante. Qu'est-ce qu'on observe donc dans ces études de tolérance dans les spondyloarthrites ? Regardez la partie infection, puisque avec les biologiques, ce sont surtout les infections qui nous intéressent. Vous avez donc en effet sur l'ensemble des patients qui ont été inclus dans mesure 1, 2 et 3, donc vous avez en termes d'exposition, vous avez 1943 patients année, et vous voyez qu'on est à 1,2 donc d'infections sévères pour 100 patients année, on est dans la fourchette basse donc des biologiques. Et puis, vous voyez, les infections à Candida albicans, vous voyez, on est à 0,7. Là, on va être au-dessus de ce qui est attendu avec des biologiques comme les anti-TNF-alpha. Il peut y avoir des neutropénies, même si elles sont peu fréquentes. Vous voyez que là, on est à 0,1 oui, pour 100 patients année. Et puis, vous avez ici les données dans le rhumatisme psoriasique, avec ces infections également qui nous intéressent. On est très proche de la spondylarthrite. Là, on est à 1,9% de patients année sur les 3800 patients donc, en termes d'exposition en patients année. Alors, quel est le risque d'infection grave sous secukinumab ? Donc, dans la spondylarthrite, vous avez vu qu'on est autour de 1,
pour 100 patients année d'infection sévère. Dans le rhumatisme psoriasique, un peu plus important. Il y a plus de comorbidité aussi dans le rhumatisme psoriasique. Et donc là, on a 2,7 pour 100 patients année. Et dans le psoriasis, donc on a 1,5 pour 100 patients année sur les infections sévères, en sachant que, comme je vous l'ai dit, ce sont les infections à Candida albicans qu'on peut observer, même si elles sont peu fréquentes. C'est un peu comme le zona avec les JAK inhibiteurs. On les voit apparaître en termes de risque, mais au final, en pratique, on n'en voit pas tant que ça dans notre pratique. Diapositive suivante. Ce qui est important aussi et qui est intéressant dans les études d'autotolérance, alors là j'ai pris des données de la dermatologie puisqu'ils ont fait des études face-face. Et ça c'est très intéressant pour comparer justement non seulement l'efficacité, mais je ne vous parlais pas d'efficacité, mais de tolérance par rapport à d'autres agents biologiques. Ici dans cette étude CLEAR, c'était une étude de supériorité par rapport à l'ustekinumab sur la peau. Donc il y avait des administrations comme on le fait habituellement avec ces molécules. Ce qui est important, c'est cette diapositive avec les effets secondaires dans les deux groupes. Alors certes, on est à 1 an de traitement, c'est peut-être un recul qui est peu suffisant, mais en tout cas, ça nous donne déjà une idée entre les deux molécules. L'ustekinumab qui est bien toléré sur le plan parmi les biologiques, en particulier en termes d'infection. C'est pour ça que les dermatologues l'ont utilisé plus que les anti-TNF-alpha. Et on observe en effet que les effets secondaires sont peu différents de l'ustekinumab en termes d'effets secondaires avec décès. Vous voyez qu'on est à 9,6 dans le groupe secukinumab, la plus grosse posologie, 300 mg. Et on est à 8,5% dans le groupe ustekinumab. Et vous voyez qu'en termes d'infection par rapport, c'est surtout les infections à candidose qui se distinguent entre les deux. Vous voyez, on est à 6,4% dans le groupe secukinumab contre 1,6% dans le groupe ustekinumab. Donc c'est vraiment l'infection à candida qui ressort dans cette étude comparative. Étude comparative toujours, ce qui nous intéresse aussi, nous, en termes parce qu'on utilise les anti-TNF-alpha. Alors là, c'est l'étanercept qui est comparé au secukinumab avec également deux posologies 150 et 300 mg. Je ne vais pas vous parler des données d'efficacité, données de tolérance, et voilà. Avec entre le 300 mg, la plus forte posologie donc de secukinumab et l'étanercept. Et vous voyez qu'en termes d'exposition, on est à peu près à 1 an, un peu moins d'1 an d'exposition. Mais en termes d'événements indésirables qui entraînaient, vous avez très peu de différence. On est à peu près à 6% dans le groupe étanercept, 50 mg par semaine, et secukinumab 300 mg par mois. Et en termes d'infection globale, quelle que soit l'infection, vous voyez qu'il n'y a pas de différence. On a 57% dans le groupe sécu et 52% dans le groupe étanercept. Pour ce qui est de ces données de tolérance, également, infection des voies respiratoires, puisque ce sont les plus fréquentes. Vous voyez, entre l'étanercept comme le secukinumab 300, il n'y a pas de différence entre les deux. Diapositive suivante. Pour ce qui est des infections sévères, également entre le groupe étanercept et le groupe secukinumab, pas de différence sur 1 an de traitement. Donc là, puisque le temps nous est compté, je vais passer très rapidement. C'est les infections à candida, quelle que soit en tout cas dans ce groupe de traitement qui cible IL-17, c'est vraiment les infections à Candida albicans qui ressortent par rapport aux anti-TNF-alpha. Merci Jacques. Alors un produit qui, le Sécu, est efficace sur le plan clinique, structural et éventuellement de bonne innocuité. Est-ce que a-t-il des effets bénéfiques sur les manifestations extraordinaires et extra-articulaires et notamment sur les comorbidités? Alors, en termes de manifestations extra-articulaires, il y en a beaucoup, mais on va se focaliser sur les 3 principales que sont les uvéites, le psoriasis et les MICI. Je vous ai rappelé un petit peu la prévalence de ces affections, de ces 3 localisations extra-articulaires au cours de des spondyloarthropathies, vous le voyez, en termes d'atteinte oculaire, intestinale ou cutanée, et vous avez les chiffres dans la colonne de droite. Ça a été détaillé hier lors du symposium sur axial, radiologique ou non radiologique. Il n'y a pas de différence radiologique non radiologique en termes d'atteinte cutanée, en termes d'atteinte intestinale. Il y a simplement un peu plus d'uvéites dans les formes radiologiques axiales que dans les formes non radiologiques. En ce qui concerne le pronostic, les formes extra-articulaires ne semblent pas avoir, du moins au niveau de la cohorte historique OASIS, de plus mauvais pronostics que celles qui n'en ont pas. Et premièrement, je voudrais parler de la CEP. Secukinumab et CEP, il y a un article qui a été publié il y a quelques années dans le Journal of Neurology qui a évalué l'évolution du score IRM en T1
cérébrale avec injection de gadolinium et qui montre que sous secukinumab, il y a moins de lésions de CEP que sous placebo. Je n'ai pas dit que le secukinumab était un traitement de la sclérose en plaques, mais si le cas de figure se rencontre, il est probablement très rassurant d'utiliser le secukinumab chez un patient qui a un antécédent de sclérose en plaques. En termes de maladie de Crohn, j'ai repris un papier très intéressant, publié il y a quelques années, qui a évalué l'intérêt du secukinumab dans le traitement de la maladie de Crohn. Il y avait 59 patients qui ont été inclus avec 2 perfusions initiales et les patients ont été suivis de façon longitudinale sur le CDAI, qui est le Crohn Disease Activity Index. Et vous voyez que globalement, sur le diagramme qui est en haut, eh bien, ce qui est en très gras, ce sont les patients qui sont traités par secukinumab. Ils vont moins bien que les autres sur le plan digestif, chiffré par le CDAI. Et quand on regarde un petit peu plus avant s'il y a des différences entre ces patients, eh bien, en bas et à gauche, vous avez le schéma des patients qui sont inflammatoires, qui ont une CRP augmentée ou qui ont une calprotectine fécale augmentée. Et ces gens-là se dégradent sous secukinumab. Donc le résumé de cette diapositive, c'est que quand on a un Crohn actif inflammatoire, le secukinumab est contre-indiqué. En bas et à droite de la diapositive, ce sont les gens qui n'avaient pas de syndrome inflammatoire ou qui avaient une calprotectine fécale normale, et vous voyez que les 2 courbes se superposent, placebo ou secukinumab. Donc ce sont des éléments qui sont importants. Et globalement, quand on regarde les données des registres européens de Crohn, European Crohn Register, eh bien, il n'y a pas en fait de différence en termes de poussée de Crohn quand les Crohn sont inactifs. Il n'y a pas de contre-indication au secukinumab. Par contre, un Crohn actif est une contre-indication au secukinumab. Et ça, maintenant, les choses sont bien établies. En ce qui concerne les uveites, il y a un travail fait par les ophtalmos qui montre, en allant très vite, qu'à forte dose administrée par voie intraveineuse, le secukinumab est efficace dans la prévention, enfin non, dans le traitement des uveites et dans la diminution du pourcentage de récidive de ces uveites, qui était un espèce de pot pourri où il y avait beaucoup de formes cliniques d'uveites différentes. Et globalement, les recommandations du CRI qui ont été publiées en décembre 2017 concernant le secukinumab nous disent qu'il y a dans les études quelques cas d'uvéites qui sont apparus, mais pas plus que ce qui était attendu dans ces affections, et que globalement, le secukinumab n'est pas pourvoyeur d'uvéites, et que quant à son utilisation dans les uvéites liées à d'autres pathologies comme le B7 par exemple, c'est une indication qui revient aux ophtalmologues en particulier. Donc finalement, des données qui sont assez rassurantes, et même chose en ce qui concerne l'immunogénicité, puisque finalement, je vais passer très vite, on a des données en dermatologie qui montrent que l'immunogénicité est rencontrée chez 1,4% des patients et que ce sont des anticorps qui ne sont pas neutralisés. Donc, des données qui sont également rassurantes sur ce plan-là. Merci Philippe. Jacques, est-ce qu'il y a des recommandations à suivre ou un suivi particulier pour l'utilisation du sécu chez les patients qui ont une spondylarthrite ou un rhumatisme pso? Alors dans le bilan préthérapeutique, c'est le bilan préthérapeutique que l'on fait avant tout biologique. Alors il n'y a pas eu de cas de tuberculose qui a été déclaré dans les études pivot. Cependant, il y a eu un screening qui a été réalisé, donc les patients qui étaient à risque ont été traités. Donc ça reste valide pour le secukinumab. Pour ce qui est du suivi clinique et biologique, c'est également celui de tout agent biologique. Quelques neutropénies, donc on regardera en particulier les polynucléaires neutrophiles. Pour ce qui est des manifestations digestives, puisque tu as parlé des MICI, en effet, une maladie, une MICI active, ce ne sera pas ce traitement qu'on va mettre en première intention par rapport donc, à cette manifestation. Pour ce qui est ensuite du suivi ophtalmologique, comme tu l'as souligné, alors on n'a pas de données que le secukinumab marche sur les uveites, même il y a des études randomisées, contrôlées versus placebo qui ont montré que ça ne marchait pas dans les uveites. Donc c'est sur cette manifestation extra-articulaire, si elle est prédominante, ce ne sera pas ce traitement qu'on va initier par rapport justement aux anti-TNF-alpha. Donc ça, ce sont les principaux éléments de surveillance et de recommandation par rapport au traitement par secukinumab. Et je pense qu'on va peut-être, si
je peut-être termine. Enfin, ah oui, il y a peut-être un handicap par rapport à certains traitements, c'est la demi-vie de ce traitement. C'est 27 jours de demi-vie. Ça peut expliquer que dans les recommandations, dans les fiches du CRI que l'on a réalisées par rapport à la chirurgie, par rapport à la vaccination, en particulier avec la vaccination avec un vaccin vivant, comme le vaccin contre la fièvre jaune, pour lequel il peut y avoir une maladie mortelle si le patient développe cette maladie sous traitement immunosuppresseur. Donc on a mis 5 mois pour la vaccination contre la fièvre jaune, entre le moment de délai entre la vaccination et le traitement par sécukinumab. Donc c'est vraiment ce délai pour la fièvre jaune. Et ça a aussi un impact sur la chirurgie, puisqu'on prend en compte, même si on revient un petit peu sur cette notion de demi-vie dans la chirurgie, puisqu'il y a des données avec les anti-TNF-alpha où on s'aperçoit que si on arrête trop précocement les anti-TNF-alpha, on a une poussée de la maladie. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a une poussée? On recourt à la cortisone. Et cette corticothérapie est associée aussi à un risque d'infection. Donc au final, on revient un petit peu sur cette notion de demi-vie. Mais en tout cas, on a respecté cette demi-vie par rapport à la chirurgie, en particulier les chirurgies à risque infectieux. Donc on a des délais de 2 mois avant une chirurgie, par exemple pour une prothèse, que ce soit une prothèse de genou, une prothèse totale de hanche. Merci. Il y avait une autre là. Donc pour conclure, je dirais qu'actuellement, on y voit un tout petit peu plus clair, et ces recommandations nationales ou internationales simplifient un petit peu la démarche thérapeutique, et vous avez vu les algorithmes, replaçant les anti-TNF, les anti-IL-17 et les anti-IL-23 dans des formes bien particulières périphériques. La présentation phénotypique, vous l'avez comprise, est importante à prendre en compte, l'importance de la certitude du diagnostic, notamment dans les recommandations, où la problématique de la fibromyalgie reste sous-jacente et reste toujours présente, en nous incitant à traiter tôt, avant que les dommages structuraux s'installent et que les choses deviennent irréversibles. Je repasse la parole à notre président modérateur. Merci Philippe. Alors, au terme de cette session sur le Sécu, alors l'IL-17 est une cytokine pro-inflammatoire qui a été impliquée dans la physiopathologie et la pathogénie des spondylarthrites, que le sécukinumab est un anticorps monoclonal humanisé dirigé contre l'IL-17A, qu'il a démontré une efficacité à la fois donc, au cours des spondylarthrites ankylosante, le rhumatisme pso et même le psoriasis cutané. Cette manifestation se dessine de façon rapide dès la première semaine et va se maintenir longtemps vu le faible taux d'immunogénicité, et aussi le Sécu a démontré qu'il a un bon profil de tolérance, et que certainement cette voie d'utilisation de l'IL-17 va nous offrir donc une nouvelle option thérapeutique et une meilleure prise en charge pour les rhumatismes inflammatoires chroniques. Je vous remercie.